Super. Donc, vous savez, l'empreinte, c'est quand on se balade sur la plage de Tanger et que sur le sable, eh bien, nos traces de pieds, je ne suis pas fétichiste des pieds, sachez-le, hein, mais nos traces de pieds marquent le sable et laissent une empreinte. Et c'est un peu comme dans la vie, vous savez, quand on fait des rencontres, on aime bien laisser une empreinte. Eh bien, il faut savoir que quand on se nourrit, eh bien, il peut y avoir une empreinte qui permet de faire en sorte que, alors qu'il y a eu des difficultés, parce que dans la vie, vous savez, il y a des difficultés parfois. Et je fais tout ça, Khalid, pour que tu comprennes. Et donc dans la vie, parfois, il y a des situations difficiles. Puis ensuite, il y a des gaps où on voit rien. C'est un peu une situation où la mer Méditerranée rencontre l'Atlantique, tu vois. Et on ne sait plus exactement qu'est-ce qui est mer Méditerranée, qu'est-ce qui est Atlantique. D'accord ? Et donc, pour passer ce cap, le cap dont tu connais le nom, hein, le Spartel, eh bien, pour passer ce cap, il faut parfois voir un peu plus loin et savoir que quand on nourrit un enfant petit, avec des difficultés, eh bien, il peut y avoir un espace de temps où il ne se passe rien, et puis après, il y a des difficultés plus tard. Autrement dit, on est dans la prévention primaire. C'est ce qu'on appelle l'empreinte nutritionnelle, et je remercie les laboratoires Nactalia Nutribio de me permettre de partager avec vous ce nouveau paradigme qui date de quelques années et que nous allons décliner sous un format très clinique comme vous l'imaginez. L'empreinte nutritionnelle, on va commencer par le décliner avec quelque chose dont on a parlé ce matin, qui est le petit poids de naissance. Le petit poids de naissance, ça n'est pas anodin, alors qu'on aurait l'impression que ça l'est. Donc SGA ou PGA en anglais. Léo, 7 mois, il est né avec 2200 grammes à terme. Les parents sont inquiets parce qu'ils trouvent que sa courbe de poids, elle est pas terrible. Et il mange bien, il mange peu, il est fatigable. Voilà, vous voyez Léo. Et voilà sa courbe. Je le reçois en consultation et j'ai la chance d'avoir un interne à côté de moi. Et j'ai la malchance d'avoir un interne érudit et curieux à côté de moi parce que du coup, il faut à chaque fois lui expliquer et il faut à chaque fois faire en sorte d'interagir avec lui. Et alors il me dit, cette courbe de poids, elle est en dessous, comme vous voyez, hein, elle est en dessous des limites de la normale. Donc cet enfant a un poids et une taille qui sont anormales. Il est donc dénutri, me dit-il. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec le terme de dénutrition ? Qu'est-ce que ça veut dire dénutrition ? Les recommandations de l'HAS sont extrêmement précises par rapport à ça. Et dans votre quotidien, vous devez avoir ça en tête avec un enfant que vous trouvez un petit peu malingre, chétif, avec un poids un petit peu insuffisant. Et effectivement, il faut qu'il y ait non seulement, non pas un petit poids, mais une perte de poids, un IMC qui est en dessous du percentile 17,5 ou 18. Vous savez que l'IMC, le BMI, c'est-à-dire poids sur taille au carré, a été construit initialement pour faire le diagnostic des surpoids et de l'obésité. On en a profité, comme il est facile à calculer, pour en définir les qualités de maigreur, n'est-ce pas ? Donc l'IMC joue un rôle, et si on a un IOTF IMC qui a 18,5, on a une dénutrition modérée, 17, une dénutrition sévère. Et puis il y a les réductions de la masse musculaire. Vous connaissez le paradigme des fesses tristes. Personne n'aime avoir les fesses tristes, hein. On aime bien avoir les fesses joyeuses. Eh bien, ces éléments font en sorte qu'on évoque une dénutrition, mais ces éléments ne suffisent pas. Pour qu'il y ait dénutrition, il faut qu'il y ait à la fois ces critères sémiologiques et des critères étiologiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'en plus, soit l'enfant il mange pas bien,
soit il absorbe pas bien, soit il a un hypercatabolisme parce qu'il a une maladie générale. Et face à un enfant qui grossit pas bien, vous regardez, vous dites « je le sens pas ». Il faut toujours être très pragmatique et dire « est-ce qu'il mange assez ? Est-ce qu'il absorbe bien ?» Vous savez la différence entre malabsorption et maldigestion. Malabsorption, c'est un problème intestinal. Maldigestion, c'est un problème pancréatique. Et puis, est-ce qu'il a une maladie, que ce soit une maladie cardiaque, rénale ou autre, ou malheureusement un cancer qui, entre guillemets, lui bouffe son énergie et qui fait qu'il ne grossit pas. Et en fonction de cela, on définit, en fonction de ces types de dénutrition, comment il faut interagir. Et donc, si on reprend cette terminologie de dénutrition, vous allez me dire c'est assez clair, mais en pratique, c'est peut-être un peu compliqué, surtout chez le tout petit, parce qu'on n'a pas assez de profondeur de champ, parce qu'il faut plusieurs points, et quand il est petit, généralement, on le voit, surtout si ce n'est pas vous qui l'avez suivi, sur le carnet de santé, on n'a pas tellement de points antérieurs. Est-ce qu'il y a une manière, chez l'enfant de moins de 4 ans, d'arriver à faire en sorte, tout de suite, de dire, celui-là, il est probablement dénutri ou pas ? Eh bien, Kanawati, depuis longtemps, en 1970, nous a proposé cette définition que je vous engage à suivre, qui est le périmètre brachial sur le périmètre crânien. Pour ça, il faut avoir un maître de couturière, et on remercie le laboratoire Nactalia dans les petits sacs que vous avez d'avoir un maître de couturière. Et donc, vous mesurez le bras à la moitié du bras, le périmètre crânien. PB sur PC, c'est remarquablement stable, c'est aux alentours de 0,3. Quand vous avez une dénutrition, vous avez des chiffres qui peuvent osciller 0,28, 0,26, voire un petit peu moins. Ça, c'est pour le petit. Quand on est avec le très grand, c'est difficile aussi de voir s'il a la fesse triste, de voir son BMI. Le mieux, par rapport à sa taille, c'est de faire ce qu'on appelle le rapport du poids pour la taille pour l'âge. C'est l'indice de Waterloo. Par exemple, cet enfant, vous voyez, 22 kg, 1,30 m, eh bien, pour arriver à calculer son indice de Waterloo ou du rapport du poids pour la taille pour l'âge, eh bien, il faut savoir quelle est sa taille idéale. Donc, c'est accessible sur Internet. Il faut que vous ayez sur le même schéma à la fois le poids et la taille. Et à ce moment-là, il faut que vous fassiez un graphique et vous tracez une ligne qui correspond à la taille normale. Vous voyez la taille qu'il a, vous faites le décroché. Ensuite, vous faites une verticale pour voir le poids qu'il devrait avoir pour cette taille normale. Et une fois que vous avez un poids, vous faites tout simplement le poids qu'il a sur le poids qu'il devrait avoir. Et là, vous avez un pourcentage. Si c'est moins de 80%, il est dénutri. Bam! Donc, c'est assez pratique, ça, quand même. Parce qu'il y a des enfants, on a l'impression qu'ils sont maigres, mais pourquoi ? C'est parce qu'ils sont petits. Et donc, si on prend, par exemple, ce même enfant, qui a le même poids, qui a le même âge, mais qui n'a pas la même taille, d'accord ? Puisqu'il a 10 cm de moins, eh bien, on fait la même chose, regardez, on fait exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on voit ? Que celui-ci n'est pas dénutri. Autrement dit, la dénutrition, ce n'est pas qu'une affaire de poids, c'est une affaire de profil évolutif et c'est une affaire de poids et de taille. Donc notre enfant, qui était un petit peu d'allure chétive, en fait, il n'était pas dénutri. Et j'explique ça à l'interne, qui me dit « Ah ouais, j'ai bien fait d'aller en consulte avec toi, vraiment super et tout ça ». Et puis, il me dit, devant la mère, il me dit « Madame, je vais l'examiner ». Donc moi, il me met un rôle de secrétaire qui tape la consultation sur l'ordinateur et il nantit d'un stéthoscope, il ausculte l'enfant et il me regarde avec des yeux complices devant la mère et il dit « Madame, votre enfant, il a un souffle cardiaque évident ». Je dis bon, ok, alors je le suis et effectivement il y avait un souffle, ça tombe bien parce que moi j'ai pas franchement de stéthoscope en consultation de gastro-entérologie et il me dit attends, bouge pas, et devant toujours la mère, il se met sur l'ordinateur, il se met sur PubMed et il dit regarde,
un enfant qui grossit pas bien, qui a un souffle, c'est peut-être une rasopathie. Devant la mère, il dit ça. Hein. Alors, rasopathie, tout à coup, mes gènes tunisiens émergent. Hein, et je me dis, je connais. Rasopathie, c'est quoi une rasopathie? C'est, monsieur Damien, il n'est pas dans la salle, un truc pathie des rasos, quoi. Donc effectivement, c'est des syndromes génétiques qui ont affaire à une modification du gène RAS. Et comme vous voyez, il y a 3 types de rasopathie. Un, vous connaissez le nom, c'est cela, ce qu'on appelle le syndrome de Noonan. D'accord? C'est des têtes un peu de droupies, hein. On a l'impression qu'ils sont un peu tristes, vous voyez. Contrairement au Turner qui est uniquement l'apanage des filles, le Noonan peut exister chez les garçons et chez les filles. Vous avez le syndrome de Costello. Le syndrome de Costello, on le voit très bien parce que vous savez, ils ont la paume des mains et la plante des pieds. Vous savez que quand on prend le bain ou quand on se baigne trop longtemps, ça fait des sortes de craquelures et de fissures. Là, ben, ils naissent comme ça, eux, sans qu'on ait à faire ce bain. Et puis, il y a un autre syndrome qui est le syndrome cardio-fascio-cutané, ces enfants qui ont une peau un petit peu particulière. Et effectivement, dans les rasopathies, ils ont des courbes de poids qui sont inférieures à la normale. Et ces enfants-là ont volontiers une pathologie cardiaque associée. Et donc, il y a un souffle, il y a une drôle de tête, il y a un enfant qui a un petit poids de naissance. Je demande à ce moment-là à l'interne d'organiser rapidement une échographie cardiaque qui a lieu et je revois l'enfant avec le même interne, avec la même maman, une semaine plus tard, et là le diagnostic tombe, sténose aortique supravalvulaire. Ah, je fais L'interne me regarde et fait Et donc, on ne sait pas l'un et l'autre qui connaît le diagnostic sous-jacent. Vous voyez l'enfer ou pas? Et on attend que l'autre dise le diagnostic avant l'autre, vous voyez? Parce que nous, on découvre ça en même temps. Hein. Parce qu'évidemment, le cardiologue ne nous dit pas ça évoque une maladie sous-jacente. Hein. Il met comme ça, sec, sténose aortique supravalvulaire. Vas-y, femme, t'as compris? Allez, vas-y. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on est un peu perdu? On temporise. Comment le pédiatre temporise? Il regarde le carnet de santé. Il fait ouais. Faites pas ça? Moi, je fais. Hein. Monsieur le modérateur, on a combien de temps? Parce que là, je peux passer la nuit, là, hein, si vous voulez. Hein. Non, je regarde, c'est 32 minutes. Là. Et donc, je regarde hypercalcémie néonatale à recontrôler. Là, la lumière s'illumine un petit peu. Hein. Quand vous avez un enfant qui mange pas bien, qui grossit pas bien, qui a une pathologie cardiaque et qui a une hypocalcémie néonatale, transitoire ou pas, tout de suite vous dites diagnostic, bien joué, je vous adore. Syndrome de Di-George ou cardio-vélo-facial ou 22q11. Ah, je sens, vous êtes chaud là. Et alors, l'hypercalcémie, c'est quoi? Je t'adore, Khalid. Alors, la tête. Hein? Vous voyez qu'il a les oreilles d'elfe. Bah, honnêtement, j'ai jamais vu un elfe, donc je ne sais pas ce que c'est, les oreilles d'elfe. Hein? D'accord? Le faciès d'elfe, le grand front, joue pleine, pointe du nez bulbeuse. Lèvres inférieures évincées. Ces trois, ils ont le même diagnostic avec genre 3 morphotypes typiques. Honnêtement, moi, je les vois complètement différents les uns des autres. C'est là où je regarde que je n'ai pas l'œil du généticien. Alors donc, j'ai entendu le diagnostic dans la salle. Donc, c'est le syndrome de Williams, qu'on appelait avant Williams-Burren. Donc, je vous ai mis la fiche orphanette complètement ici, si vous voulez prendre la photo. Je tiens... Pourquoi j'ai pris cette dame que j'ai déjà entendue, qui est remarquable, qui est une cantatrice, qui a un syndrome de Williams. Pourquoi? Parce que les syndromes de Williams ont une sensorialité particulière, ont une compétence, et des compétences dans les domaines artistiques.
c'est beaucoup d'écrivains, des gens qui chantent. Et quand on les voit, les Williams, c'est des enfants qui viennent vers vous, qui sont câlins, qui sont... ils ont un QI très en dessous de la normale, hein, mais sympathique. Et donc, devant ce syndrome de Williams, je dis à l'interne, syndrome de Williams, il me dit, waouh, syndrome de Williams, et il me dit, de toute façon, une dysmorphie avec un petit poids de naissance et une cardiopathie, il faut quand même regarder un petit peu ce que ça va devenir. Et là, je lui dis, effectivement. Alors, comme je vous sens très très chaud, donc celui-là, c'est le Williams. Hein. Alors, celui-là, petit poids de naissance, dysmorphologie, cardiopathie. Celui-là, comme vous voyez, il a le bas triangulaire et le front bombé. Vous voyez les fronts bombés comme ça, genre comme un casque, là, genre Mars Attack. Vous avez vu le film? Mais quand on mesure le périmètre crânien, ils n'ont pas une macrocranie, parce que c'est réparti. Ça vous parle, ce diagnostic-là? Ok. Celui-là, où ils ont les sourcils qui se rejoignent souvent. Ok, avec souvent une petite épilepsie, une petite cardiopathie. Celui-là, c'est le cardio-vélo-facial, parce que vraiment, honnêtement, quand on le regarde, on a envie de le prendre chez soi, tellement il est mignon. Et puis, on a ces enfants qui ont des œdèmes des pieds qui sont extrêmement importants dans le cadre du syndrome de Bonnevie-Ulrich. C'est que des filles. Bien joué. Donc, j'aime bien partager avec vous. Donc, le premier, c'était le syndrome de Silver-Russell, dont il faut connaître absolument le diagnostic. Et donc, j'explique tout ça. La mère se dit, bon, il a un syndrome de Williams, elle commence à regarder, elle dit, mais docteur Belli, j'aimerais quand même vous revoir dans 2 mois. Je dis, ben, ok, on se revoit dans 3 mois. Et je le revois après, en expliquant à la mère que de toute façon, il va suivre une courbe qui va être inférieure à la normale, mais ça va être sa courbe. La mère comprend, elle a quand même eu une annonce diagnostique, et je revois le même enfant avec la même mère, avec le même interne, quelques mois plus tard. Et là, je ne suis pas dans une confiance absolue, là, vous voyez. Parce que la mère, elle me dit, mais je pensais qu'il devait suivre sa courbe. Je lui dis, il a un GPS qui fait que on n'a pas pris le bon chemin. On est dans une... faut demander quand même un avis là, sinon on va pas arriver à bonne escient, vous voyez. Je transpire un peu là. Et je suis hyper content, parce que si d'emblée vous m'aviez dit, tac, le diagnostic, mais par clémence vis-à-vis de l'orateur que je suis, savoir que vous me suivez dans cette errance diagnostique, véritablement, c'est un vrai plaisir. De toute façon, c'est un plaisir d'être ici. Hein. Alors C'est toujours, en médecine, c'est toujours, soit on réfléchit, et on sait, hein, soit, comme disait mon maître Perelman, vous savez, M. Belaïch, soit on sait, soit on ne sait pas. Vous faites partie de quelle catégorie? Wow, quand tu es interne et tu as ça, c'est l'ambiance. Hein. Il m'avait dit aussi quelque chose, je peux, hein, j'ai encore 26 minutes, ouais. Il m'avait dit, pour qu'un service marche, docteur Belaïch, pour qu'un service marche, il faut 3 choses. D'accord? Il faut que l'interne sache tout. C'est quoi votre fonction ici? Interne, monsieur. Prenez note. Ça calme. Hein. Ensuite, il faut que le chef de clinique sache trouver sur Internet ou dans les livres ce qu'il faut trouver, et il faut savoir qu'il puisse rendre service à l'interne et le suppléer en sachant où trouver l'information. Ah, je dis, ok. Prenez note quand vous serez chef de clinique, monsieur Belaïch. Je dis, ok. Et il faut que le chef de service sache toujours où est le chef de clinique. Et donc, ce qu'il fallait avoir en tête, que maintenant nous saurons, c'est qu'il y a 3 syndromes génétiques qui sont particulièrement exposés au déclenchement d'une maladie cœliaque, qui sont
la trisomie 21, le syndrome de Turner et notre syndrome. Et donc cet enfant-là avait une maladie cœliaque qui était complètement dépourvue de diarrhée, complètement dépourvue de symptômes particuliers, si ce n'est qu'il avait une petite altération de l'émail dentaire. C'est toujours bien de regarder les dents. Hein. Vous savez, ils ont des dents un peu striées, comme s'ils avaient des appareils sans avoir d'appareil. Vous voyez ça là? Altération de l'émail dentaire. C'est un bon signe de maladie cœliaque qui a une prévalence toute particulière au Maroc. Et donc cet enfant-là avait une maladie cœliaque que nous avons pu diagnostiquer en faisant uniquement des IgA anti-transglutaminase avec des IgA anti-endomysium positifs. Vous savez que dans la maladie cœliaque, maintenant c'est clairement dit que l'avoine pure peut être consommée sans avoir aucun effet adverse. Maintenant, qui peut manger de l'avoine pure? Souvent, c'est des céréales un peu mélangées. Hein. Les chevaux, les Anglais dans le porridge. Bon, c'est un même type d'animal. Bref. Deuxième observation, Sarah, prénom qui m'est cher, 21 mois, et donc difficulté d'alimentation, Sarah souriante, vous voyez, pétillante, très successful à l'école, 21 mois, c'est la VIP de la crèche, sauf qu'elle a le poids qui chancelle. D'accord? La taille, pas terrible, le PC, heureusement ça va, mais le poids, ça chancelle. Donc c'est un enfant qui est né avec un petit poids de naissance, qui a un poids qui est inférieur à ce qu'on attendrait. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez un peu, vous enrichissez l'alimentation, vous lui donnez de la GH, vous la laissez tranquille. Tous les enfants qui naissent avec un petit poids de naissance, surtout quand ils sont avec un retard de croissance intra-utérin, doivent être soumis à la discussion de savoir est-ce qu'on va leur donner de l'hormone de croissance ou pas. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que dans des études prospectives qui ont été faites en France et en Angleterre en particulier, 90% des enfants qui ont un retard de croissance intra-utérin font un rattrapage statural, mais les 10% qui ne rattrapent pas, ils ne rattrapent pas. Et on est avec un gap qui va entre, on va dire, 6 et 10 cm. 6 et 10 cm, c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin, et les choses ont bien été publiées, à la fois sur donc 8 cm en moyenne, sur une meilleure augmentation de la masse maigre, sur une diminution de la sensibilité à l'insuline, sur une amélioration de la tension artérielle. Autrement dit, des enfants qui naissent avec un petit poids, si on ne fait pas ce qu'il faut dans l'intervalle, plus tard, ils sont plus exposés à avoir des soucis de santé. Donc là, c'est de notre ressort de sélectionner ces enfants-là pour qu'ils puissent bénéficier de l'hormone de croissance. Alors vous allez me dire, mais comment ça peut être prédéterminé cette histoire-là? Est-ce que vraiment les enfants qui naissent avec un petit poids de naissance, ils sont programmés pour être plus malades que les autres plus tard? Si on ne fait rien, oui. Ah bon? Mais tu peux nous le démontrer, ça? C'est l'hypothèse de Barker. Qui connaît Barker? Barker, c'est un Anglais qui est décédé il y a 4 ans maintenant, qui avait repris, parce qu'il avait une double casquette à la fois d'historien et de pédiatre, il avait 2 choses. Un, il avait repris tout ce qui était les cahiers de naissance des enfants dans une région du sud de l'Angleterre, et il a revu ces enfants devenus grands à l'âge de 50 ans. Et il a pu, de manière statistiquement significative, montrer que ceux qui étaient nés avec un petit poids de naissance, eh bien, faisaient plus, à l'âge de 50 ans, d'infarctus du myocarde, de diabète et d'hypertension artérielle par rapport à ceux qui étaient nés avec un poids de naissance normal. Vous allez me dire, oh, ça c'est de l'épidémiologie. Sauf que l'histoire aussi nous apprend des choses. Quand il y a eu de la famine en Hollande pendant la Deuxième Guerre mondiale, une famine qui a duré 6 mois,
eh bien, on a vu que l'enfant qui était en restriction pendant la période de famine in utero, parce que la mère n'avait pas de quoi manger, donc l'enfant n'avait pas de quoi manger. Sauf qu'il y a certains enfants qui avaient le même process génétique, entre guillemets, puisque c'était des Hollandais du même village, eh bien, quand la famine s'est arrêtée brutalement, on a pu comparer ces enfants qui avaient eu une famine à un temps donné à d'autres enfants qui n'avaient pas eu cette famine exactement à un même temps. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ? On s'est rendu compte que le timing était très important et que quand cette famine intervenait dans le premier ou le deuxième trimestre de grossesse, eh bien, l'enfant faisait une situation d'épargne. Vous comprenez ce que je veux dire par l'épargne ? C'est-à-dire, il n'y a rien à manger, qu'est-ce qu'il fait ? Il se débrouille. Il se débrouille comment ? En mettant tous ses process en veille. Vous savez, c'est comme les gens qui sont en volant, on croit qu'ils dorment, mais en fait, ils sont en veille. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que cet enfant-là, à chaque fois qu'il avait une calorie, il la prenait, et il en faisait, entre guillemets, une magnificence. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique dont on va parler tout à l'heure. Eh bien, c'est extrêmement intéressant parce que ces enfants-là, ils sont programmés comment ? Dès qu'ils voient une calorie, ils savent au maximum la garder et la préserver et la stocker. Ces enfants-là, qui sont donc en restriction de croissance à l'intérieur du ventre de leur mère, c'est ce qu'on appelle les retards de croissance intra-utérins. Surtout quand ils ont lieu dans les 2 premiers trimestres de grossesse, ces enfants-là, de manière statistiquement significative, quand on leur donne à manger normalement par la suite, d'accord ? Normalement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils stockent. Et ceux-là, si on leur donne à manger ne serait-ce que normalement, ils vont faire plus de diabète, plus d'infarctus du myocarde, plus d'hypertension artérielle, ce qu'on appelle le syndrome métabolique plus tard. Donc c'est des enfants à risque, et quand vous voyez un enfant à naître, c'est pas la même chose si vous voyez qu'il a un petit poids de naissance sans retard de croissance intra-utérin, ou s'il a un petit poids de naissance avec un retard de croissance intra-utérin, et c'est pas la même chose de savoir s'il a un retard de croissance intra-utérin premier, deuxième ou troisième trimestre. Vous partagez quand même ces données avec moi, c'est intéressant, d'accord ? Et donc c'est des enfants à risque, donc il faut savoir. Je vais même plus loin, parce que Barker, c'est un puissant de la rigueur. Hein. Il a pesé le placenta de tous les enfants. Et il a vu que le poids du placenta était statistiquement significativement associé à des maladies ultérieures. Et le placenta, c'est quoi la première cause de retard de croissance intra-utérin ? C'est l'insuffisance placentaire, avec des placentas qui ont un petit poids. D'accord ? Et il a pu faire des règles en montrant que placenta, je ne vous demande pas si vous êtes en salle de travail de peser tous les placentas. Hein. Il ne faut pas non plus aller au-delà. Mais c'est intéressant dans le concept de savoir qu'il y a des choses qui sont prédéterminées, non pas génétiquement, mais épigénétiquement. Ce qui veut dire que quand on a un enfant qui a une restriction de croissance fœtale, eh bien, sa croissance de rattrapage est importante, mais il ne faut pas qu'elle soit trop importante, ou sinon, ils vont avoir un syndrome métabolique, avec d'ailleurs des troubles qui sont des troubles endocriniens. Je ne sais pas si ça se passe au Maroc, mais en tout cas en France, on a de plus en plus, nous, de prématures pubarches, prématures télarches, etc., et de puberté précoce. On dit oui, ça doit être les problèmes d'environnement. Non, je pense que c'est surtout ces problèmes-là qu'on a en tête. Je continue, le retard de croissance intra-utérin, si on ne le manage pas bien, ces enfants-là font plus de NASH, qui sont ces hépatites non alcooliques avec stéatose hépatique. Autrement dit, quand on a un enfant qui a un petit poids de naissance, on regarde s'il est avec retard de croissance intra-utérin ou pas, et surtout, il faut faire la balance entre ce que Mme Mittanchès vous a dit ce matin et M. Picot, à savoir, il ne faut pas qu'il y ait de retard de croissance extra-utérin, bien évidemment. Donc il faut leur donner ce qu'il faut en calories et en protéines, en particulier pour la croissance du périmètre crânien. Mais si on leur donne trop vite, et si, moi qui suis un meurtrier, parce que les enfants qui grossissaient pas bien pour rattraper le catch-up, vous savez qu'on parle en anglais, le catch-up growth,
pour essayer de rattraper cette taille et ce poids, moi je leur mettais des gastrostomies d'alimentation. Hein. Et j'ai été responsable, sans le savoir, hein, probablement d'un infarctus du myocarde, etc. Donc ces enfants-là, il ne faut pas les suralimenter. Il faut vraiment savoir ce qu'il y a. Et c'est pour ça que, à mon avis, le périmètre crânien, on ne le mesure pas assez chez le petit. Et chez le petit qui a un retard de croissance intra-utérin, un petit poids de naissance, c'est important parce que c'est celui-là qui va nous régler, entre guillemets, sur le pronostic cognitif ultérieurement. Autrement dit, si on fait des courbes, la rouge là, elle n'est pas bonne, mais la rouge là, elle n'est pas bonne non plus. D'accord ? La verte à la limite, et la bleue, pourquoi pas. Ok ? Donc il faut aider ces enfants-là en leur prenant la main, mais en ne les forçant pas trop. C'était mon premier message sur l'empreinte nutritionnelle, quand les problèmes nutritionnels du petit à l'intérieur du ventre de la maman ou à la naissance peuvent influer plus tard sur des problèmes ultérieurs. Deuxième exemple, c'est l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, comme vous le savez, le liquide amniotique a un goût. Vous savez que le bébé, il absorbe le liquide amniotique, il régurgite aussi. Et je ne sais pas si vous êtes déjà... je n'ai pas fait beaucoup de néonatologie, mais je me rappelle parfaitement, en salle de travail, avoir assisté à l'accouchement d'une mère d'origine indienne, mais au moment de la rupture du liquide amniotique, j'avais l'impression d'être dans un resto indien et manger du curry. Le liquide amniotique avait une odeur, mais moi j'aime pas trop, donc pestilentielle de curry. Hein. Tu comprends que le bébé qui est noyé là-dedans, d'abord il va kiffer le curry, ça c'est sûr. Et puis, c'est pas la même chose. Donc, le liquide amniotique, l'alimentation maternelle a un rôle, et on sait que in utero, l'enfant a des compétences. Vous le savez, ça. Vous savez qu'il a des compétences sensorielles in utero. Vous savez dans quel ordre ? Je vous donne l'acronyme. TOGAF. Toucher, odorat, goût, audition, vision. Vous savez que la vision, elle n'est pas bien déterminée. Hein. L'enfant, il reconnaît sa mère à 3 mois. Avant, il la sent, il la regarde, mais c'est une silhouette. D'accord ? Une silhouette qui reconnaît d'ailleurs, puisque ça vient d'être publié, que la mère ait ses cheveux standards, qu'elle ait une perruque ou qu'elle soit coiffée d'un petit voile. Comme quoi, il sait exactement. Ça, là, c'est ma mère. Ouais. Et on sait très bien que quand la mère, elle se nourrit d'une alimentation standard, eh bien, il va y avoir des préférences à l'âge de 8-9 ans, hein, des préférences qui correspondent au plat que mangeait la maman antérieurement. Vous voyez que la Madeleine de Proust, c'est anténatal. Hein. Je dirais encore plus que, je sais qu'il y a des néonatologistes dans la salle, je vous supplie, je vous engage de faire cette petite manipulation chez les prématurés et les enfants à terme, c'est absolument remarquable. Vous prenez des cotons-tiges imbibés soit du lait de la maman, soit d'une odeur de vanille, parce que c'est la vanille qui est préférée par les enfants. Ces enfants-là, regardez, celui-là, il tire la langue, celui-là, il ouvre la bouche, alors que là, on leur donne des cotons-tiges qui sont imbibés de H2S, vous savez, ces trucs-là de soufre là, qui sentent un peu l'œuf pourri. Regardez un petit peu la tête que font les enfants. C'est un travail de Benoît Châle qui est tout à fait remarquable. Et il montre bien, en fonction de l'exposition, où l'enfant tourne sa tête. Et donc, on sait très bien que cette mémoire olfactive, qu'elle soit acquise en période prénatale ou postnatale, eh bien, va avoir un rôle tout à fait important, non seulement sur l'alimentation de l'enfant, mais sur la précocité de l'alimentation entérale. Je ne vous refais pas le topo de ce matin sur l'importance de commencer la nutrition entérale le plus tôt possible, mais aussi sur les préférences alimentaires ultérieures du bébé et sur la durée d'hospitalisation. Je répète, ces enfants-là à qui on, juste au niveau du nez, hein, on leur met des cotons-tiges de lait de mère pendant toute la durée de l'hospitalisation, ils vont avoir une durée d'hospitalisation moindre, une durée de nutrition entérale moindre que les enfants à qui on ne fait pas cette manipulation. Donc, ça s'appelle de la sollicitation sensorielle positive. C'est publié, hein. Vous avez bien fait de venir, quand même.
D'accord? Donc ça, c'est de l'empreinte. C'est de l'empreinte et c'est exactement la même chose. Pendant que la maman, elle allaite, eh bien, tout ce que la maman va manger pendant l'allaitement, ça va passer, et ça va passer au niveau du goût, ça va passer au niveau des préférences ultérieures, même chez l'adulte. D'accord? Et donc, on est dans une situation où on va, non pas, vous allez me dire, mais le lait de mer, ça n'a pas d'odeur. Regardez l'analyse spectrométrique du lait de mer. Combien ça a d'odeur? 70 goûts différents chez une maman qui a un panel alimentaire normal. Donc en fait, c'est comme si on le met à une ambiance open bar, vous voyez, pour le bébé, quand la maman, elle mange normalement. Donc quand vous êtes avec des mamans qui allaitent, dites-leur, mangez de tout. Oui, mais moi, je préfère manger de tout. Pas forcément en grande quantité, hein, mais manger de tout. Plus la maman va manger varié pendant la grossesse, mieux va être le bébé. Plus la maman va manger varié pendant l'allaitement, mieux va être le bébé. Ok? Et ça, regardez les publications. Panel alimentaire plus large pendant l'allaitement, moins de néophobie, moins d'enfants petits mangeurs. Tout ça, c'est publié. Donc vous voyez bien que dans l'allaitement maternel, on a à la fois l'empreinte sensorielle, le développement cérébral avec tout ce qu'on sait, les DHA, etc., la croissance optimale, l'immunité avec le transfert des anticorps, et puis l'empreinte métabolique, puisque c'est quoi la juste alimentation du bébé qui va permettre de donner ni trop ni pas assez? C'est l'allaitement maternel. D'accord? Autrement dit, on est dans une situation où, comme vous le voyez, les préférences et cette empreinte sensorielle va être très favorable chez le bébé qui est allaité au sein. Si ça n'est pas le cas, eh bien, on le met au biberon, puis ensuite on fait les enjeux de la diversification avec un timing. Alors, le problème du timing, mis à part le sevrage, qui est quelque chose de difficile, dont on pourrait parler longtemps, parce que le sevrage, c'est non seulement un problème pour le bébé, mais c'est un problème pour la mère. Vous vous rendez compte la frustration de la mère qui doit arrêter de donner quelque chose qui fait à la fois kiffer le bébé et kiffer elle-même. C'est une double frustration. Il faut être masochiste pour aimer le sevrage. Sauf quand l'allaitement maternel se passe mal. D'accord ? Autrement dit, on est dans une situation où moi, ma meilleure manière pour ces mamans-là, c'est de dire, écoutez madame, quand on voit que l'allaitement est bien enclenché, hein, au bout de 15 jours, avant 15 jours, on se bat pour que cet allaitement soit efficace. Au bout de 15 jours, on dit à la maman, il faut déjà commencer à penser au sevrage. Réussir un sevrage, c'est l'anticiper. C'est comme dans la vie. Il y a un moment, quand on sent qu'il va y avoir une séparation, il faut anticiper tout ça. Et donc, vous voyez bien que dans la diversification, il y a un problème de goût, d'allergie, de besoin, d'aspect culturel. Et ici, qui n'a pas eu des parents qui disent « Mais je ne comprends pas, docteur. Vous avez suivi mon aîné. Vous avez donné des règles de diversification. Là, maintenant, pour le petit, vous dites des choses mais complètement différentes. » Elle vous dit, elle vous regarde, et dans ses yeux, il y a écrit « Wahad Maboul ». Et non, il faut bien dire que tous les ans, ça change au niveau du carnet vaccinal, et bien tous les ans, ça change aussi au niveau de l'alimentation et de la nutrition. La nutrition est une science, et ça évolue. Dans la diversification, est-ce qu'il y a une empreinte qui va faire que plus tard, les enfants vont avoir des préférences alimentaires? Eh bien, il est certain que quand on leur donne des légumes de manière exclusive pendant 18 jours, plus tard, ils vont préférer les légumes par rapport aux fruits. Je n'ai pas dit qu'il fallait commencer par les légumes. Mais si la mère, elle dit, moi, c'est important, il y en a qui... Il y a des mères, elles sont, dès qu'on les voit, à 3-4 mois, elles disent, moi, j'espère qu'à 3 ans, ils mangent des brocolis. Je dis, bon, ok. Celui-là, on commence avec des légumes. D'accord ? On sait très bien que, c'est publié, hein, plus on fait une diversification qui est large, avant on faisait diversification petit à petit, et on commençait à donner un premier aliment, puis un deuxième aliment, puis plus on fait une diversification large entre le début de la diversification, c'est-à-dire début du 5e mois et 1 an,
et meilleur va être ultérieurement le panel alimentaire de ces enfants-là, comme vous le voyez, avec des enfants qu'on a revus de 17 à 22 ans plus tard. Autrement dit, eh bien, il faut savoir que dès 2-3 ans, la variété de ce que consomme un enfant va être prédictive de ce qui va se passer plus tard. Je dirais même plus qu'il faut respecter cette période. 4 mois, 12 mois. 4 mois révolus 12 mois, c'est là où il y a une fenêtre d'opportunité. L'enfant, il mange de tout. Il n'est pas difficile. La diversification en termes de texture, avec le lisse, puis ensuite le lisse épais, puis ensuite les petits grumeaux, puis ensuite les morceaux qui sont mous avant que ce soit les morceaux solides, eh bien tout ça, c'est une période de néophilie qu'il faut savoir respecter. Si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, il peut y avoir un impact plus tard. Par contre, entre 1 et 3 ans, n'espérez pas que l'enfant il dise oui à tout. Au contraire, il va dire non à tout, c'est normal. La mère dit oui, mais je ne comprends pas, il n'aime pas les haricots verts, il a 2 ans. Qui a dit que c'était important de manger des haricots verts à 2 ans? Non. Je dis c'est normal, madame. Oui, mais plus tard, il va manger que du McDo. J'ai dit non. Pour l'instant, il a 2 ans, il n'aime pas les haricots verts. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut le respecter. Vous voyez, haricots verts, c'est l'espoir. Respectez, madame. Ah bon? Et effectivement, on sait très bien que s'il y a quelque chose qui se passe pendant la période de néophilie, on va avoir une période de néophobie normale entre 1 et 3 ans. C'est normal, hein, tout ça. Enfin, qui va être plus tardive. Et autant ce qui n'est pas normal à 3 ans, ben, si jamais il n'aime rien du tout à 6 ou 7 ans, là, ça devient problématique au niveau social. Donc, respectons cette période-là et vous aurez encore une meilleure période de néophobie qui sera moins importante. Vous allez me dire, mais vraiment, il y a un impact pour le petit par rapport aux difficultés alimentaires plus tard. Et oui, donc nous l'avons publié et on vient de communiquer au dernier congrès européen sur notre étude très très rapidement. Hein. Eh bien, on voit que les enfants qui ont des difficultés alimentaires, eh bien, ils ont eu des problèmes d'exploration des objets. Regardez cet enfant-là. Cet enfant-là, regardez, on lui donne un hocher, ok, on lui donne un petit bouquin, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il ne va pas le lire, hein, ce n'est pas un recueil de poèmes, hein, et il arrive, il le prend et qu'est-ce qu'il fait? Il le met dans la bouche. Ça, c'est normal. Entre 7, 8, 9 mois, ok? Maintenant, regardez cet enfant qui va, pour l'instant, il n'en a pas, mais il va avoir des difficultés alimentaires plus tard. Regardez, il est là. On lui donne le même petit livre et il joue. Hein, il a tout ce qu'il faut au niveau neurologique. Hein. Il regarde, il machin. Est-ce qu'il met dans la bouche? Il met rien dans la bouche. Un enfant que vous voyez en consultation qui met rien dans la bouche à 7-10 mois, c'est pas normal. La mère a dit oui, mais c'est cool, on peut faire l'apéro, il met pas la cacahuète. Non, c'est pas normal. L'exploration orale des objets, c'est une période neurosensorielle qui est fondamentale pour qu'il n'y ait pas de problème plus tard dans l'empreinte. C'est extrêmement important que vous ayez ça. Sur le temps du repas, c'est pareil, il peut y avoir une empreinte négative avec les enfants qui mettent des écrans partout, des parents qui forcent les enfants, etc. Il faut savoir que pendant le temps du repas, il faut savoir respecter l'enfant. Et de toute façon, si la mère, elle fait du forçage et si elle fait la guerre, il faut savoir que c'est une guerre perdue d'avance. L'enfant, il gagne toujours. Toujours. Pendant le repas, c'est lui le boss. C'est clair. Ils ont des irritabilités sensorielles que on peut voir ici, enfin il est vert, peu importe, des irritabilités sensorielles qu'on peut voir chez ces enfants-là. Vous voyez, on leur donne, ils mettent les mains, les enfants qui ont toujours besoin de s'essuyer les mains, les enfants qui prennent rien, qui sont toujours comme ça, c'est pas bien ça. Ils ont une irritabilité tactile, d'accord? Et donc, on le sait très bien, et je vous engage de parcourir la publication que nous avons faite à ce sujet, hein,
que ces enfants-là qui ont des histoires médicales, qui ont un entourage psychosocial difficile, qui sont petits mangeurs. C'est quoi le petit mangeur? C'est l'enfant qui est grignoteur et qui a un des deux parents qui est aussi grignoteur. C'est ça le petit mangeur, c'est une détermination génétique dont on n'a pas encore le gène. Ou un enfant qui a des petits troubles neurodéveloppementaux, ou un enfant qui n'a pas été bien sollicité au niveau sensoriel, ça c'est une ignominie, je vous interdis. Ce youpa là, c'est une invitation justement à ce qu'il y ait le moins de sollicitation sensorielle possible. Les enfants qui n'arrivent pas à marcher sur le sable, à marcher dans l'herbe, etc., ils vont avoir des soucis. Celui-là, pour l'instant, il n'a pas de difficulté alimentaire, mais ils vont avoir des hyper-irritabilités sensorielles s'ils ne supportent pas. Je reparle de l'importance des pieds. Il faut leur masser les pieds, il faut leur masser les mains. Et comme ils ont des irritabilités tactiles, il ne faut pas faire des massages guili-guili. Il faut les masser vraiment. D'accord? Regardez, celui-là, il est là, il marche tranquille, on le met sur l'herbe, hop, non, je ne veux pas. D'accord? Donc il faut respecter toute cette intégration neurosensorielle. Et donc ces enfants-là qui mangent peu, eh bien c'est extrêmement fréquent, d'accord? Surtout quand ils ont un petit poids de naissance, surtout quand ils ont eu un allaitement qui s'est mal débrouillé. Et effectivement, chez ces enfants-là, comme ils ne mangent pas bien, et je vais finir là-dessus, eh bien, il manque de fer. Et le fer, s'il n'y en a pas, eh bien, il y a des carences ultérieures importantes. Et le fer, ce n'est pas uniquement entre 1, 2 ans, 3 ans. Vous voyez que le fer, l'enfant, il a besoin de beaucoup plus de fer que l'adulte par rapport à sa surface corporelle. Et que on a besoin, on parlait de lait fortifié chez les prémats, c'est la même chose chez les enfants. Les enfants qui ne mangent pas bien, croyez-moi, ils ne mangent pas de viande, ils ne mangent pas du boudin, ils ne mangent pas des aliments qui soient riches en fer. La seule manière de lutter contre ça, c'est le lait de croissance. Et les parents disent, mais le lait de croissance, ça s'arrête à 3 ans. Non, si l'enfant ne mange pas bien à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, il y a des enfants de 10 ans à qui je continue à donner du lait de croissance. Le lait de croissance, c'est une bénédiction pour l'équilibre nutritionnel des enfants. Ce n'est pas, entre guillemets, un jeu marketing. C'est une véritable bénédiction pour avoir à la fois du fer et acide gras essentiel. Vous allez me dire, mais le fer, ça va, le fer. Non, ça ne va pas. Le fer, si on manque de fer quand on est petit, eh bien, on a un développement cognitif anormal quand on est plus grand. Les enfants, ils vont moins à la faculté. C'est publié, C'est publié par l'EFSA. Vous allez me dire, oh, bon, le fer, ça va. Non, ça ne va pas. Et puis, il y a le calcium. Vous allez me dire, oh, le calcium, ça va. Regardez, si tu ne manges pas de calcium quand tu es petit, tu vas faire plus de fractures quand tu es plus vieux. C'est ça l'empreinte nutritionnelle. D'accord? Autrement dit, on est dans une situation où, je vous le répète, l'alimentation du petit, en particulier dès la naissance, mais en particulier avant 6 mois, en particulier avant 1 an, en particulier avant 3 ans, va déterminer la santé nutritionnelle ultérieure. Autrement dit, prenons soin de nos enfants, essayons de faire en sorte que leur alimentation soit la plus équilibrée possible, avec du lait de mère si possible, une alimentation infantile avec du lait infantile si ça n'est pas possible, pour pouvoir au mieux gérer toutes ces situations pathologiques qui peuvent avoir un influx sur la santé à l'âge adulte. Je vous remercie de votre attention.